Okay, I think we're going to get started. Can everyone hear me? I'm going to assume that you can. Hello, bonjour. My name is Catherine Radford, and I am the chair of the Canadian Evaluation Society and the Educational Fund Student Evaluation Case Competition. Je vais animer cet événement en anglais, mais je vous encourage à poser vos questions en français ou en anglais. La première équipe de l'Université de Montréal fera sa présentation en français. So I will be hosting this event in English, although I encourage you to ask your questions in either French or English. The first team from the University of Montreal will be presenting in French. I would like to welcome you all to the second virtual round 2 of the Student Evaluation Case Competition. I would like to acknowledge that the conference is hosted on the unceded territories of the Algonquin Anishinaabe Nation. While we meet today on a virtual platform, I would like to take a moment to acknowledge the importance of the lands which we all call home, from coast to coast to coast. The case competition extends respect to all First Nations, Inuit, and Métis peoples for their valuable contributions past, present, to this land, past and present to this land. Before we get started with the three presentations, Michael, if you could bring up the slide. I would like to take this opportunity to pay tribute to Marie Gervais, as shown in the conference program and in the slideshow you just saw, and on your screens right now. The CESCF Student Evaluation Case Competition would like to dedicate this year's final round of the competition to the memory of Marie Gervais, who passed away on December 18, 2020. Marie Gervais had an important academic career. She participated in the training of countless young evaluators in the graduate program she piloted within the Faculty of Medicine at Laval University. Marie was a huge advocate of the Student Evaluation Case Competition, and she coached many Francophone teams to participate in this competition. Marie will be missed by all involved in the CESCF Student Evaluation Case Competition. People all over the world paid homage to Marie. Particularly poignant were the words of one person, quote, "I could write volumes about her dedication, passion, hard work, and leadership by example, as well as her unique Francophone touch to evaluation that became her trademark and her genuine passion. She did everything in complete zenitude and as discreetly as a breeze, yet the fingerprints in our lives are all over the place." I'd like to take just a moment of silence here. Okay, whew, deep breath. Thanks, Michael. In the first round of the case competition, which took place in February 2021, we had 12 teams compete from across Canada. The judges, including Jane Wynot, Dominique Leonard, and Frederic Bertrand, determined 3 finalist teams in alphabetical order, and also in the order that they're going to present. We have eValue from the Université de Montréal, we have Footprint Consulting from Simon Fraser University, and Keen Solutions from Simon Fraser University. The teams started working early this morning and were given 5.5 hours to respond to an RFP by the Gord Downie and Cheney Wenjack Fund to tell the story of how the fund's activities have contributed to positive impacts on the lives of Indigenous peoples in Canada. We thank the Gord Downie and Cheney Wenjack Fund for graciously agreeing to participate in the final round of the 2021 competition. Thanks to Lisa Prinn, Manager, Education and Activation, and Sarah Midanik, President and CEO, for their input in preparing this case. We're lucky enough to have Sarah here today, and she will come up to say a few words about the case. Can I pass it over to Sarah for a few minutes? Sure, I can jump in right here. Tante, hello, I'm Sarah Midanik. I'm a member of the Métis Nation of Alberta and joining in from Treaty 6 territory today. I would just like to express our sincere gratitude for including us in today's case competition
as a relatively brand new national charity. And I mean, when I say relatively brand new, I mean we're just under 4 years old, so we really are quite young in our life cycle. Evaluation and impact has always been at the forefront of our program planning, and to be able to meet Michael and be introduced into this process, we can only learn and grow, and having the insights and feedback from the case competition groups will indefinitely help our organization in our planning of how we can implement your recommendations and your approaches into our next phase of evaluation and impact planning. So it's, it was one thing for us to volunteer, but really I feel like we've been given a beautiful gift. So just know that, we really appreciate the time and effort and hard work of all the teams and all the folks who organized the competition. And you really are helping out our team, and the work that we do really is intended to build a better Canada for all. And we're just trying to ensure that our programming is meaningful, impactful, and that the lives of Indigenous people in Canada will be improved. And how we measure that and how we tell those stories is such a crucial part of that work. So Miigwech, Marcy, thank you so much for inviting us in today, and we hope to continue to stay connected in the future. Thank you, Sarah. What a thrill to have the organization here. We're not always this fortunate, so thank you and welcome. So moving on, I would like to take this opportunity to sincerely thank our sponsors. Without their support, we would not be able to hold this annual event. Our sponsors were highlighted on the slideshow that you saw earlier and will be shown again before the end of this event. Included in our list of sponsors is the Treasury Board Secretariat, who provides in-kind translation services for all of our case documents. I welcome our judges today, Jane Wynot, Dominique Leonard, and Frederic Bertrand. You will get to see them as they ask questions of the teams. As well, I'd like to welcome the largest audience we have ever had in the history of the case competition. So thank you so much for carving some time out of your Tuesday afternoon to join us. A special shout out to participants, coaches, and organizers of the World Evaluation Case Competition who have also joined the audience today. Winners of today's competition will be invited to compete in the World Evaluation Case Competition, which will be held later this year. Last year's case comp winners from Simon Fraser University were North American champions in 2020. So just a few housekeeping logistics before we hand it off to the first team. I think Michael's already mentioned that we'd ask that audience members keep their webcam and audio off so that only the person who is speaking can be seen. eValue from Université de Montréal will be presenting shortly. Their presentation will last for 20 minutes, followed by questions from the judges. Then the first team to present will have a question from the audience. The second team present will have a question from our sponsor. And the third team will have a question from the organization itself. Audience members, please direct your questions to the chat option dropdown, and that's where we'll get the audience question from. So I would now like to invite eValue to begin their presentation. So let's bring eValue on. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Parfait. Oui. Est-ce que Mannequin est prête pour changer les slides, juste pour être certain? Oui, je suis là. Excellent. Bon, ben, bonjour à tous. Merci d'abord aux membres de la communauté de la Société canadienne d'évaluation, aussi à la Fondation Donny Owen Jack et aux autres équipes, ainsi que tous les invités pour votre présence. Merci particulièrement à nos coachs aussi qui sont présents. Premièrement, prochaine slide, s'il vous plaît.
Premièrement, on souhaite aussi indiquer qu'on adhère au principe de fraternité qui découle de la signature de traité de la Grande Paix de Montréal et qu'on reconnaît qu'on se situe sur le territoire non cédé de la nation kenyenne Kaaka. Et plus largement, on reconnaît aussi l'ensemble des 50 Premières Nations, Inuits et Métis du Canada. Prochaine. Et je vous présente Evalio avec grand plaisir. Nous sommes 5 personnes, Janine Badre, Yann Bertrand, Janine Bolduc, moi-même et Nan Kin Liang. On va chacun vous présenter une portion et on veut aussi souligner qu'on n'a aucun conflit d'intérêt avec aucun des acteurs du projet. Janine. On ne t'entend pas, Janine, ton micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que moi, je m'entends en double ici. C'est bon. On t'entend bien. Donc, juste avant de se lancer dans le programme, juste pour replacer un petit peu l'histoire de la Fondation dans un contexte historique tragique, mais quand même important. Cette fondation, elle est née suite à la mort du petit Chani en 1963, qui était âgé uniquement de 9 ans et qui avait tenté de fuir le pensionnat pour rejoindre son chez lui. En 2007, le Canada connaît une nouvelle ère de la reconnaissance des injustices et du racisme envers les peuples autochtones par la mise en place de la Commission de vérité et de réconciliation qui visait à faciliter la réconciliation entre les anciens élèves du pensionnat, leurs familles, la communauté et tous les Canadiens. C'est ainsi que la Fondation s'inscrit dans cette mission et dans cette vision de réconciliation qui est en continuité avec les recommandations de la Commission et des 94 appels et recommandations qui ont été rendus publics en juin 2015. Diapo suivante. Donc, la mission principale de la Fondation est la réconciliation qui est basée sur 4 valeurs principales. La personne au centre, donc des programmes qui sont pour, mais surtout par les communautés. Le partenariat avec une ouverture entre tous les Canadiens et un tissage de liens entre autochtones, non-autochtones, dirigeants et grand public. L'empowerment en mettant de l'avant les forces et les capacités des peuples et des individus et une amélioration continue de la qualité et des interventions dans une vision d'augmenter les impacts. La Fondation a défini 3 grandes priorités dans ses programmes, qui est la sensibilisation, l'éducation, mais aussi un tissage de liens et une connexion et une interaction. Pour ce faire, ceci est porté par des voies différentes, comme l'augmentation des revenus de façon durable, l'amplification de la voix et le fait de faire connaître et de raconter l'histoire de la Fondation à l'aide des données. Diapo suivante. Donc, le programme de la Fondation se repose sur un ensemble d'activités très diversifiées qui passe par exemple, pour n'en citer que quelques-uns, par le programme de pension indien qui vise à sensibiliser les élèves dans les écoles et les groupes sur les mouvements autour de l'histoire et des séquelles des pensionnats. Les espaces historiques qui sont des espaces d'échange qui visent à présenter l'histoire des Autochtones, d'autres événements spéciaux comme la semaine du chemin secret, la journée nationale des peuples autochtones, les collectes de fonds et les campagnes dans les médias sociaux. Et finalement, le tout dernier programme qui a vu le jour en 2021, qui est un programme de jeunes ambassadeurs qui vise à permettre aux jeunes d'acquérir une expérience de travail pratique et une expérience de leadership à travers l'histoire du Canada et des pensionnats. Suivante. Donc, les acteurs que nous avons identifiés sont nombreux. Le programme tourne autour des communautés et des dirigeants autochtones qui sont au centre du programme, mais gravite autour de ça de nombreux acteurs, la Fondation, DWF, les jeunes dans les écoles et en dehors des écoles, les enseignants, les nombreux artistes, parce qu'il y a beaucoup de programmes qui passent par les différents artistes, les donateurs, les dirigeants, les autres organismes qui travaillent pour la cause et le grand public canadien.
Suivante. Donc, pour notre programme vise 5 grands objectifs, en fait, notre mandat. Identifier les ressources et les outils actuellement disponibles pour l'évaluation des programmes de la DWF, co-construire la théorie du programme et prendre en compte les facteurs culturels et contextuels, identifier avec le DWF les indicateurs de succès et les impacts prioritaires à mesurer dans les différents programmes qu'ils mettent en place, proposer une stratégie de mise en place et un système intégré de collecte des données continues en vue d'améliorer la qualité et finalement renforcer leur capacité d'utiliser ces données dans le cadre de l'amélioration des programmes. Tout ceci dans le but de faire connaître et de raconter l'histoire des impacts de cette fondation à l'aide des données. Je vais maintenant vous présenter notre modèle logique qui illustre notre compréhension du programme Downey and Wenjack Fund. Donc, dans cette présentation, le modèle logique a été décomposé afin de mieux visualiser les ressources, activités et effets du programme. Nous avons aussi inclus une légende en bas à gauche qui permet d'associer les activités spécifiques aux différentes composantes du programme. Donc, au niveau des ressources, nous avons les ressources financières qui proviennent de différentes sources de financement, donc les donateurs, les commanditaires, ainsi que les activités de collecte de fonds. Au niveau des ressources humaines, nous avons les employés de la Fondation, ainsi que le cercle consultatif d'éducateurs. Les ressources matérielles incluent les trousses d'outils, les locaux pour les espaces historiques, ainsi que les plateformes en ligne. Nous avons aussi, toutes ces ressources permettent les différentes activités qui sont groupées en 4 grandes catégories. Donc, d'abord, le recrutement des partenaires, qui inclut le recrutement des artistes ambassadeurs, ambassadrices, mais aussi l'établissement de partenariats avec les entreprises, organisations, établissements d'enseignement. Nous avons aussi les activités culturelles et de sensibilisation, donc les activités culturelles menées par les artistes, mais aussi la distribution des trousses et outils qui s'effectuent lors des activités de sensibilisation dans les écoles. Au niveau des espaces historiques, il y a le partage de l'information, la formation continue du personnel et finalement, il y a aussi les campagnes de médias sociaux. Dans le cadre du programme Jeunes Ambassadeurs, c'est un programme de leadership qui permet de fournir une expérience de travail pratique, des opportunités de réseautage, perfectionner les compétences ainsi que de supporter un organisme de bienfaisance. Finalement, il y a différentes activités de financement, donc ça inclut les concerts, les événements spéciaux et d'autres événements de sensibilisation, puis parfois il y a d'autres campagnes de financement qui sont effectuées. Au niveau des extrants, on peut les résumer en 4 grandes catégories. Donc, c'est le nombre de partenaires, donc les artistes, les participants, les partenariats au total, ainsi que les nouveaux partenariats. On a aussi le nombre de participants et d'abonnés, donc ça inclut les élèves, le personnel enseignant, les participants au programme Jeunes Ambassadeurs, les abonnés aux médias sociaux. Au niveau des activités, on va regarder combien d'activités de sensibilisation, de formation continue et d'activités de distribution de ressources sont effectuées, ainsi que les événements. Et finalement, au niveau du financement, on s'intéresse aux revenus ainsi que le nombre de donateurs. Donc, tout cela, on espère, mène aux effets immédiats suivants, qui sont l'augmentation de la sensibilisation à la culture autochtone et la lutte contre le racisme et l'injustice à l'égard des peuples autochtones. On espère aussi augmenter l'adhésion des personnes autochtones et non autochtones au programme, ainsi qu'augmenter la visibilité du programme. On espère aussi augmenter la distribution des ressources, augmenter les connaissances des participants sur l'histoire et l'héritage des pensionnats, augmenter les activités de création de liens entre les différents participants des peuples autochtones et non autochtones. Par l'entremise du programme Jeunes Ambassadeurs, on espère augmenter les compétences de leadership et finalement augmenter le revenu par les différentes activités de financement. Les effets intermédiaires que l'on souhaite du programme, c'est d'augmenter les revenus de façon durable, amplifier la voix du programme DWF et de faire connaître et raconter l'histoire des impacts du programme à l'aide de données. Donc, l'une des hypothèses de ce programme, c'est que l'augmentation de la visibilité de l'organisme ainsi que l'adhésion de plus de personnes au programme permet justement d'amplifier la voix de ce programme. À noter que là, dans le dernier effet intermédiaire, qui est de faire connaître et raconter l'histoire des impacts du programme à l'aide de données, un des risques que nous avons identifié, c'est que c'est possible justement que ça soit difficile de collecter ces données ou qu'il nous manque de données justement pour qu'on puisse obtenir cet effet-là. Ultimement, on espère favoriser les réconciliations, qui sont les normes d'action positive, bâtir des liens entre tous les peuples du Canada et ensuite, ultimement, améliorer la vie des Autochtones. L'un des facteurs externes que nous avons identifiés en période de pandémie, c'est que les mesures sanitaires différentes selon les régions peuvent freiner certaines activités du programme DWF. Ce modèle logique a été donc construit par notre équipe, mais sera validé avec l'ensemble des parties prenantes.
Je vais maintenant laisser Yann continuer avec la conception Oui, de merci l'évaluation. beaucoup, Mamkin. Donc, pour ce qui est de la conception de l'évaluation, notre proposition d'évaluation se divise en 3 approches qui nous semblent centrales au mandat d'évaluation, soit l'approche participative, l'approche d'autonomisation, aussi connue comme approche d'empowerment, et l'approche théorique de l'évaluation réaliste. Les rationnels derrière ces choix sont tout d'abord que cette implication doit mener à une autonomisation des parties prenantes, notamment parce que ce sont elles qui se serviront de l'outil développé. Ensuite, nous sommes conscients que notre équipe peut avoir des biais inconscients pouvant influencer le processus d'évaluation, donc qu'il est nécessaire d'impliquer les représentants des communautés et des dirigeants autochtones et des parties prenantes qui bénéficieront de notre évaluation à chaque étape du processus. Cela permettrait ainsi de co-construire l'outil de collecte de données, mais également de contextualiser l'outil afin d'atteindre les objectifs du mandat. Finalement, pour favoriser la synergie entre l'équipe d'évaluation et les parties prenantes, nous nous engageons à tenir un journal réflexif durant l'ensemble du processus, réflexion qui évoluera et bénéficiera de l'apport des communautés au cours de toute l'évaluation. Du côté de la méthodologie de l'évaluation, nous utilisons une méthode mixte, combinant ici des méthodes quantitatives et qualitatives que nous vous exposerons dans quelques instants. Nous proposons une évaluation qui se divise en 2 étapes distinctes. La première étant le développement d'un outil de collecte de données, donc d'un processus itératif qui co-construira le système avec les parties prenantes. La deuxième étant une évaluation basée sur l'utilisabilité et qui consiste à faire un retour auprès des utilisateurs de l'outil. Finalement, le système de collecte de données que nous proposons inclut une méthodologie de mesure des effets qui permet de décrire l'impact des programmes de la Fondation. Joliane expliquera davantage la méthodologie de l'outil. Oui, ce qu'on voulait proposer ici, c'est vraiment un exemple de matrice d'évaluation qui pourrait servir de système intégré. Donc, il nous permettrait d'identifier les différentes questions d'évaluation et les différents indicateurs. Donc, comme mentionné plus tôt, nous proposons une approche qui est participative et une approche qui vise à autonomiser les participants. Donc, ce que vous voyez dans cette diapositive-ci, c'est vraiment une proposition initiale. Donc, c'est sur laquelle on pourra débuter les discussions avec les parties prenantes. La grande partie, la grande question d'évaluation qu'on a, c'est de mesurer l'impact des différents programmes du DWF sur la réconciliation. Donc ça inclut autant les 4 programmes qui ont été discutés un peu plus tôt, dont les pensionnats indiens, les espaces historiques, les événements spéciaux de sensibilisation, ainsi que les jeunes ambassadeurs. Pour répondre à cette grande question, on a identifié 4 sous-questions qui sont centrales. La première porte principalement sur le recrutement des partenaires. Donc, par exemple, on pourrait mesurer le nombre de partenaires dans les établissements scolaires qui utilisent les outils de sensibilisation. La deuxième question pourrait porter sur la sensibilisation justement des participants et pourrait être de mesurer par l'indicateur en lien avec le nombre d'événements durant la semaine du chemin secret et du mois national de l'histoire autochtone. La troisième question est spécifique au programme Leadership et nous permettrait de mesurer l'apport des jeunes dans les conseils consultatifs. Et finalement, la dernière question porte sur la durabilité du financement. Donc, en regardant le nombre ponctuel de donateurs, mais surtout le nombre de donateurs qui deviendraient réguliers, qui était un des mandats de la Fondation. Donc, à la diapositive suivante, ça nous permettrait vraiment de vous montrer ce qu'on propose comme développement du système. Donc, pour s'assurer d'avoir un système qui est intégré et permanent, qui permettrait de répondre aux besoins du DWF, nous, ce qu'on vous propose, c'est une méthodologie de développement du système qui est basée sur 5 étapes. Donc, premièrement, on aurait la formation d'un comité consultatif avec des représentants de tous les groupes, qui est, selon nous, primordial et nous permettra de recevoir aussi la rétroaction qui est nécessaire pour nous ajuster aux besoins du DWF. La deuxième étape, elle permettra de valider le modèle logique, comme Mamkin l'a mentionné un peu plus tôt. Ça va nous permettre de nous assurer de notre bonne compréhension de celui-ci et aussi de l'ajuster en fonction des éléments contextuels qui ne sont pas connus par notre équipe. La troisième étape sera la co-construction du système de collecte de données, soit en recensant les données qui sont déjà disponibles et les outils utilisés, les évaluations antérieures et aussi en réalisant des focus groups et des entrevues semi-dirigées avec différentes parties prenantes. Cela nous permettra de mieux comprendre la vision de tous et de connaître les éléments de collecte qui sont déjà en place. Après avoir colligé tout cela, nous proposons de faire un e-Delphi modifié à 3 tours, donc avec une population d'experts plus grand,
qui nous permettra de tous ensemble, que tous se sentent impliqués dans le développement de ce système intégré. Donc, le but sera vraiment de valider et d'obtenir un consensus sur les questions d'évaluation à poser et les indicateurs qui vont composer le système intégré. Finalement, à partir des résultats de ce e-Delphi modifié, nous préparerons des suggestions de méthodes de collecte et de sources de données en partenariat avec le comité consultatif. Bien entendu, l'utilisation des technologies de l'information sera nécessaire afin de pérenniser le système et de permettre son intégration au DWF. Donc, je redonne la parole à Yann. Oui, donc pour ce qui est de l'évaluation de la mise en œuvre du système de collecte des données, donc la deuxième étape, nous privilégions une approche qui est basée sur l'utilisabilité. Cette approche se concentre sur la perception des utilisateurs face à l'outil. Notamment, elle permet d'évaluer la facilité d'utilisation du système que nous ferons en 2 temps, soit par des entrevues semi-dirigées et par de l'observation lors de quelques périodes de collecte de données. Elle permet également d'évaluer la satisfaction face au système qui a été mis en place, à la fois de la part des utilisateurs, mais également de ceux qui participent à l'évaluation et dont proviennent les données. Finalement, cette approche nous permettra d'évaluer si le système atteint les objectifs que nous nous étions fixés. L'objectif principal étant, est-ce que l'outil permet de raconter les histoires des impacts de DWF? Cela se pourrait se faire par des méthodes telles que des questionnaires ouverts envoyés aux représentants de communautés autochtones et aux dirigeants autochtones, ainsi que par la création d'œuvres artistiques autour du sujet de l'histoire des impacts de DWF qui seraient effectués par les ambassadeurs artistes impliqués dans le programme et qui seraient bénéfiques pour l'ensemble de la communauté. Par la suite, prochaine diapositive. Voici un calendrier d'évaluation que nous vous proposons aujourd'hui. Nous avons découpé ce calendrier en 7 étapes importantes dans notre proposition. Tout d'abord, dans le haut, nous retrouvons la création du comité consultatif qui nous suivra tout au long du processus que nous estimons à 5 mois. Celle-ci, donc, sera consultée à différents moments, à tous les mois, tout au long de la procédure. Ensuite, nous retrouvons la validation de notre modèle logique, l'identification des sources de données pour l'évaluation du développement de l'outil et de son utilisabilité. Par la suite, le développement du système de collecte de données est la période qui prendra le plus de ressources dans notre proposition. Nous retrouvons par la suite la mise en place du système et l'évaluation de son utilisabilité, comme je viens de vous l'expliquer, sur les 2 premiers mois de sa mise en place. Puis pour finir, dans le bas, nous retrouvons la production et la présentation du rapport final de notre évaluation qui se fera auprès du comité consultatif et des parties prenantes. Merci. Est-ce que Jonathan... on t'entend pas, Jonathan. Excusez-moi, j'ai oublié d'ouvrir mon micro. Donc, je disais qu'il y a beaucoup de défis méthodologiques et stratégies d'atténuation associés. Donc, vu la grande diversité des peuples de Première Nation au Canada, c'est certain qu'il y a beaucoup de diversité au niveau de la culture et des diverses langues. Et ce qu'on propose pour mitiger ça, c'est bon, déjà mobiliser les acteurs. On a parlé beaucoup dans les diapos précédentes. Et aussi d'avoir des experts qui représentent les milieux, traducteurs ou interprètes pour s'assurer à la fois que la langue dans laquelle les outils sont utilisés font du sens, mais aussi que les outils ne causent pas préjudice ou soient adaptés au contexte et aux sensibilités culturelles. Au niveau 2, la disponibilité des données, comme Janine disait avant, ça nous prend, il faut être en mesure de les avoir, les données. Donc, pour éviter de réinventer la roue, on veut s'assurer de vraiment savoir qu'est-ce qui est en place et pouvoir construire là-dessus au lieu de mettre en place des nouvelles structures de données, des nouveaux outils aussi. Les 2 derniers, je vais passer plus rapidement vu que le temps avance. Donc, s'assurer du consentement éclairé sur toute la durée parce qu'on comprend que le projet veut amasser et colliger les données de manière longitudinale dans le temps. Donc, il faut qu'on s'assure que tous les participants soient bien au clair avec ça dès le départ. Et bon, finalement, pandémie oblige à considérer les outils virtuels et aussi les enjeux, les consignes sanitaires de chacune des régions. Finalement, on a identifié une des compétences d'évaluation, donc la 3.7, qui semblait la plus appropriée à ce projet-ci. Elle s'illustre par la mobilisation d'une approche d'empowerment participatif et d'intégration des communautés dans chacune des phases du projet. Et pour mieux répondre au mandat, notre équipe propose d'avoir une formation sur les enjeux relatifs aux Premières Nations, d'être accompagné aussi tout au long du projet par un référent autochtone et d'utiliser des stratégies réflexives très, très régulièrement afin de se poser des questions sur nos propres biais en cours de route. Et
finalement, l'ensemble des outils qui vont être développés, les analyses des données, on souscrit au principe de la PCAP, de la propriété, contrôle et accès, possession des outils des Premières Nations pour vraiment favoriser leur autonomie, toujours en restant disponible par notre expertise pour de la formation ou de l'accompagnement tout le long du projet. Merci à tous pour votre attention et on est à vous pour des questions. Merci beaucoup, Evalue. Maintenant, je vais donner la parole au juge pour qu'il puisse vous poser les questions. Tom? Je vais y aller. C'est bon? Donc, merci beaucoup pour cette très bonne présentation et la très bonne participation de tous les membres de l'équipe. Donc, j'aurais une petite question. En fait, j'ai trouvé très intéressant là, votre proposition en 5 étapes là, pour la construction d'un système de collecte de données et surtout pour aider l'organisme à devenir autonome dans l'utilisation de ce système-là qui sera construit ou co-construit au bout de ces 5 étapes-là. Ma question, en fait, est assez simple. Au bout de ces 5 étapes-là, comment voyez-vous la suite pour l'organisme? En fait, au bout de ces 5 mois-là, est-ce que l'organisme, la Fondation, sera en mesure d'utiliser, de maintenir ce système-là sans trop avoir recours à une expertise externe comme la vôtre? Oui, merci beaucoup, M. Bertrand, pour votre question. En fait, oui, effectivement, on croit que déjà en les incluant dès le début, dès la planification et le développement initial du modèle, du système, on croit qu'ils vont pouvoir, en 5 mois, déjà développer une certaine expertise au niveau de l'utilisation de ce système-là. Par la suite, effectivement, comme on avait dit, on voulait inclure aussi des formations tout au long pour pouvoir bien les appuyer. Et c'est sûr qu'on voulait... on ne coupera pas la boucle au bout de 5 mois, donc on restera disponible pour eux, c'est sûr, pour les soutenir tout au long, pour répondre aux questions, puis aussi voir un peu où sont peut-être leurs lacunes, leurs points forts, ces choses-là, pour bien adapter aussi les suggestions des méthodes de collecte de données et des sources de données qu'on peut identifier pour pouvoir les assurer d'avoir une certaine pérennité dans le temps, mais bien entendu, on pourra les soutenir par la suite, mais s'assurer que le système qu'on développe soit assez simple pour qu'ils soient capables d'utiliser à leur niveau, selon leurs besoins aussi. D'accord, merci. Bonjour tout le monde. Excellente présentation. Je suis désolé, on vous entend très mal. Oh, pardon. Est-ce que c'est mieux là? Un petit peu. D'accord, attendez un instant. C'est un petit peu saccadé, c'est comme un robot un peu. Bon, je suis entièrement désolée. Ah, c'est bon, là, c'est bon. Ah, là, ça marche? OK, bon, super. Alors, moi, ma question, c'est, vous avez commencé, vous avez très, très bien expliqué les différents sources de données et que c'était pour être une méthode mixte. Alors, petite question, en tant qu'organisation, parfois recevant et des données quantitatives et qualitatives en même temps qui proposent des informations venant de différentes perspectives, différentes voies, comment proposeriez-vous intégrer les données pour aider l'organisation à mieux connaître ou à mieux pouvoir digérer les résultats de l'évaluation? Oui, je vais essayer de répondre selon ce que j'ai compris, parce que ça a coupé beaucoup à la fin, mais je vais comprendre selon la digestion des résultats de la part des communautés autochtones, si j'ai bien compris, de la Fondation. Oui. En fait, l'approche qu'on a mis de l'avant, l'objectif complet autour de ça, c'est vraiment d'empowerer, d'autonomiser les parties prenantes et donc les communautés autochtones, à la fois dans l'utilisation de l'outil, dans la facilité, la satisfaction face à son utilisation, mais également dans l'analyse des données qui sont produites par notre processus d'évaluation et par leur propre processus qui suivra. Donc, c'est pour ça qu'on a favorisé énormément de méthodes qualitatives qui prennent en compte le contexte, la culture de ces communautés-là et qui est adaptable dans les différentes provinces et les différentes communautés, là, comme on l'a dit au début, plus de 50 communautés de cultures de langues différentes au travers du Canada, dans les Premières Nations seulement.
Donc, pour ce qui est de l'aspect qualitatif, c'est vraiment ça que nous misons, donc une adaptation au contexte spécifique. Pour ce qui est des aspects quantitatifs, on a vraiment misé sur des résultats qui suivaient un peu les rapports d'évaluation qui étaient déjà produits et qui permettaient d'évaluer l'impact à court, à moyen et à long terme selon des statistiques qu'eux-mêmes, en fait, on maîtrise déjà selon les anciennes évaluations qui ont été mises en place. J'espère que j'ai bien compris la question et que s'il y avait une partie que j'ai mal comprise, seulement me la préciser, s'il vous plaît. Non, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que nous avons une troisième question des juges? C'est possible. Pour l'équipe, est-ce que vous préférez que je pose la question en français ou comme vous préférez, selon vous? Merci, it would be bad. So the question that I had for the team is, in the strategies, the barriers and the mitigation strategies section of their presentation, the team referenced training for the evaluation team in particular. And I was wondering if you could speak a little bit more about that training, specifically addressing what is it envisioned that will be addressed as a result of the training and what will be obtained. Thank you, Mrs. Wynon, for the question. As you can see, for myself, I'm not from a First Nation community, and I think none of our team is from a First Nation community. Donc, is it okay if I reply in French? Okay, yeah. It's going to be more fluid. Donc, ce qu'on propose, c'est de prendre la formation qui est donnée par le programme. On s'est dit que ce serait une bonne manière de se sensibiliser au programme, de bien comprendre à la fois le programme et à la fois se sensibiliser nous-mêmes et nous donner un cadre de référence par la suite pour s'évaluer dans notre journal réflectif et aussi pour s'évaluer lors de nos rencontres hebdomadaires qu'on propose aussi en lien avec la compétence 3.7. Donc, on pense qu'avec tout ça et avec l'accompagnement, on va pouvoir mieux naviguer dans ces eaux-là puis éviter de laisser transparaître nos biais là, à travers tout le long du processus. Does it answer your... Yeah, thank you. Okay. Merci. Nous avons une question du public et moi, je vais la poser. C'est une question de Nathalie Keshuk. Il y a beaucoup d'autres initiatives et programmes à travers le pays qui visent des effets similaires pour les jeunes autochtones. Comment allez-vous identifier l'apport unique du programme? Est-ce que vous avez bien compris la question? Oui, je viens de la lire. Je peux y aller en fait. Merci pour la question, Nathalie. Il y a effectivement beaucoup d'initiatives et de programmes à travers le pays qui visent des effets similaires et c'est pour nous, en fait, et selon ce qu'on comprend du mandat, c'est tant mieux, c'est positif. L'objectif du mandat n'était pas de différencier les effets des programmes mis en place par DFW à travers le Canada, mais bien de favoriser la réconciliation entre les communautés autochtones et les communautés non autochtones et de favoriser les liens entre ces différentes nations-là. Donc, plus il y a de programmes qui permettent d'y arriver, plus on va être content et plus on considère que le programme sera content. Et donc, ce n'était pas l'objectif derrière le mandat de l'évaluation, qui est vraiment de fournir un système de collecte des données pour évaluer l'impact de leur programme, mais pas nécessairement pour distinguer quel programme vient faire quels effets pour atteindre cette réconciliation-là. Est-ce que je comprends? Merci beaucoup. Est-ce qu'on a 1 minute 30 secondes? Est-ce qu'il y a une autre question pour l'équipe? Soit des juges ou du public? Ben, je pense que... on n'entend pas Dominique, excusez-moi, il y a Dominique qui essaie de parler. Oh! Mais on n'entend pas. Désolé. Ah, ben là, on a entendu un petit peu. Donc, as-tu une autre question? Elle va l'écrire. OK.
Je tiens également juste à mentionner rapidement que notre proposition d'évaluation est basée sur un échéancier ou un calendrier de 30 jours, mais que dans la version anglaise, on proposait un mandat sur plus de jours. Donc, c'était pas il y avait pas un accord entre version française et anglaise. On s'est fié sur la version française. Merci, on s'est rendu compte, mais c'était trop tard. OK, bon. Comment mesurer? OK. Oui, les effets imprévus.